Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur un DVD que je vous avais déjà montré hier et que je vais faire cette review. Mais avant de commencer, encore un coup de gueule. Oui, encore un sacré coup de gueule. Un coup que je me réveille le matin, ouais, parce que c'est tout le temps le matin que je me réveille que je check mon téléphone pour voir s'il y a des news concernant dans le catch ou autre, de l'animation, de jeux, ce que vous voulez. Il y avait des messages de cinéphiles qui disaient sur la plupart des carrières de Undertaker et Shawn Michaels. Alors oui, j'avais répondu honnêtement, j'avais répondu concernant leur confrontation, enfin peut-être pas leur confrontation, mais voilà comment ils ont commencé dans le catch et qu'ils sont aussi nés de la même année, qu'ils ont le même âge et qu'ils ont commencé exactement en même année, mais pas les mêmes mois, le jour, etc., etc. Et que j'essaie d'être réglo dans ce que je disais. Et après, quand ils parlaient du match en Arabie Saoudite. Par contre, tu t'es trompé entièrement. Toi, tu crois que Undertaker il a reçu une commotion cérébrale en Arabie Saoudite et que t'as cru que Triple H il s'était blessé au genou. Euh, Franchement, pauvre vieux, tu n'as pas, on va dire, mieux compris les choses, hein. Déjà, Triple H, il n'a pas eu de blessure au genou, il a eu une déchirure du muscle pectoral. Et l'Undertaker n'a pas subi de commotion cérébrale, c'est juste que les minutes passant sur le ring, ça commence à le fatiguer. Et aussi, vu comment il fait chaud même la nuit, il commençait la tendance à être essoufflé, à être crevé, ce que tu veux. Et suite à ça, il y a que des mauvais matchs. Enfin, dans ce match-là, il y a eu que des matchs mauvais. Il faut dire en Arabie Saoudite, c'est l'un des shows de la WWE les plus critiqués. Parce que faire un show au Moyen-Orient, alors que je suis sûr que ce sont même pas des vrais fans de catch. Enfin, on ne sait pas si ce pays, ce sont des fans de catch, mais il faut dire que je ne cherche pas à les critiquer, je ne cherche pas à les attaquer. C'est juste mon point de vue. Et après, tu reviens encore sur la vidéo de Kevin Owens. Oui, tu reviens encore une nouvelle fois. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà dit? Qu'est-ce que j'ai déjà dit? Ben, t'as dit que tu voudrais que je le refasse, ou sinon t'auras le cœur brisé. Mais attends, cœur brisé, mais tu te prends pour une fille ou quoi? Cœur brisé, cœur brisé. Déjà, de dire ça, c'est pour me faire de la lèche, et que j'aime pas qu'on me fait de la lèche, et que j'avais dit non, moi je ne vois pas d'erreur. J'ai essayé de tout dire ce que je savais sur sa carrière, même dans les matchs qu'il a fait. Donc j'essaie de tout dire, mais de dire que j'ai fait plein d'erreurs, excuse-moi, c'est de la mauvaise foi. Et aussi, c'est de la... Quand vas-tu arrêter de me provoquer? Parce que, crois-moi, qu'on me provoque, je te jure, je réponds de manière salement, hein. Car de la provocation, je peux te le jurer, quand c'est de la provocation pour juste m'énerver, il me suffit une phrase de bâtard, c'est pas le terme que je voulais dire, mais une phrase de bâtard, là c'est sûr, je peux détruire en moins de deux, hein. Après, vous allez peut-être dire, ouais, encore, il critique encore sur l'abonné en question. En même temps, cette personne, déjà, il se prend unique ou quoi? Il se croit vraiment unique en son genre? Et moi qui croyais être bien en parlant avec la plupart des nouveaux abonnés qui donnent leur point de vue concernant les storylines que j'ai pu dire. Je pense notamment à Norbat, enfin Orbat, oui, qui m'avait pas mal mis des messages que j'ai su répondre gentiment, même en vidéo. Parce qu'en fait, en vidéo, c'est là où j'explique un peu, essaie un peu d'expliquer normalement. Même si des fois ça me bloque. Je suis quelqu'un aussi assez bloqué normalement. Et que là, j'essaye de pas trop me bloquer. Même si des fois, entre la plupart des abonnés, j'ai un petit peu du mal
à me différencier des deux. C'est comme avec Orbat, des fois j'ai un petit peu du mal à différencier, mais ce n'est pas un mal, hein, ne le prends pas pour un mal. Je dis ça, c'est parce que je- des fois je ne sais pas à qui j'ai affaire et que j'essaie de parler gentiment, j'essaie d'être normal. Tandis qu'avec Cinéphile, certes, au début il parlait gentiment. Par exemple, il me parlait comme si je ne connaissais rien, mais et que là, avec les mois, les jours, eh ben, il enchaînait des, euh, des, des choses de mauvaise foi. Il enchaînait, c'est pour ça que j'avais fait une vidéo dédiée à lui. Et bien sûr, ce n'est pas de la pub, ce n'est pas de manière positive, c'est quelque chose de négatif. Certes, je le regrette, mais je l'ai fait parce que il m'a beaucoup trop miné. Et d'ailleurs, il me mine encore. Donc, c'est en prenant contact avec lui que, que je dérape complètement. Alors que j'essaye d'être bienveillant. Faut dire avec les opinions opposées comment, comment se faire une idée de faire entendre raison à cette personne. Vraiment aucun. Et que, et que là, tu dis que je fais plein d'erreurs. Mais attends, tu crois que je ne fais plein d'erreurs ou quoi? Tu crois que dans cette vidéo, je dis que de la merde? Et il faut se faire consulter, vieux, hein? Il faut vraiment se faire consulter. Parce que de dire que je n'ai fait que plein d'erreurs, déjà, premièrement, de dire que je fais plein d'erreurs, il faut un minimum réfléchir. Hein, il faut un minimum réfléchir. Parce que, oui, je fais plein d'erreurs. Et que je me mêle les pinceaux. Arrête de dire n'importe quoi. Arrête de dire n'importe quoi. Je ne sais pas si tu bois de l'alcool, mais arrête de boire de l'alcool parce que les neurones s'agrient à cause de l'alcool. Hein. Parce qu'à mon avis, je suis sûr que à cause de l'alcool, on dit n'importe quoi. Et on harcèle quelqu'un en plus. Donc oui, quand c'est lui qui dit n'importe quoi, bien sûr, je parle gentiment. Mais quand il suffit qu'il dit n'importe quoi, ça me laisse entendre de dire qu'il n'est pas dans son état normal. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, voilà, tu m'as beaucoup, beaucoup trop miné. Et à chaque fois, je te prie d'arrêter de me miner comme ça. Parce que déjà, j'essaie de dire tout ce que je savais. Même s'il y a des erreurs, j'essaie de pas faire trop d'erreurs possibles. Parce que, alors, attendez, là je m'adresse à certaines personnes. Bien sûr, ceux qui m'écoutent pas, ben, allez voir ailleurs si j'y suis. Ou n'allez pas voir ailleurs si je suis là-bas. Donc, comme j'avais dit à Cinéphile pour ça, si j'avais fait pas mal d'erreurs, tu crois que je vais faire dans la plupart de mes vidéos? Non mais, non mais faut prendre vraiment les gens pour des cons. Non mais là, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Donc alors, si jamais je fais plein d'erreurs, je dois recommencer. Et mais, alors, WWE Réseau Souvenir, c'est soit tu veux ma mort, soit tu veux vraiment que je pète un câble et que j'insulte tout en étant abus de moi-même. C'est ça ce que tu veux? Tu veux vraiment que je sois pas le mec sympa? Tu cherches à me faire contrarier? Tu veux que je t'insulte, que je dis va faire des choses cochonnes avec n'importe qui? Punaise. Bref, ce mec il est vraiment pas normal. Et maintenant je comprends pourquoi euh, All Wrestling International, Cédric Glavy, Yvon Glavy, le père bien sûr, et Romain Gaz te méprisent. Et aussi pourquoi j'essaie de te mépriser. Parce que tu fais n'importe quoi et aussi tu provoques ma colère.
Et je fais pas ça pour le buzz, je fais pas ça pour des vues. Non, honnêtement, je ne fais pas ça du tout. Mais bon, c'est lassant, ça me casse les burnes. Ça me casse les putains de les burnes. Et, euh, et après, tu veux que je m'excuse après ça? Non, pour moi, il n'y aura pas d'excuse, il n'y aura pas de, de pardon. Il n'y aura pas de pardon. Après, avoir la nouveau abonné ou nouvelle personne qui connaît pas trop le contenu de ma chaîne, des fois, j'essaie de mieux expliquer les choses. Bien sûr, en étant gentiment, en parlant gentiment et, euh, et aussi en restant naturel. Des fois, j'essaie de rester naturel, même si des fois, j'ai un petit peu du mal à bégayer et parler normalement. Car ça, c'est un petit peu mes petits handicaps que j'ai, je ne vous le cache pas. Même si mes vidéos ne sont pas non plus top a priori, parce qu'il faut dire, j'ai pas de trucs, vous voyez, de petites fenêtres que j'avais déjà expliqué. C'est vrai que je n'ai pas ça du tout. Mais bon, voilà quoi. Parce que c'est vrai que je lui avais dit d'aller se brosser. Et encore, c'est gentil. Parce que là, je suis encore gentil. Parce que si j'avais dit, va te faire en... Voilà. Là, ce serait méchant si si j'avais dit, je t'en M-E-R-D-E. Là, c'est sûr, ce serait très très méchant. Si jamais j'avais dit, va te faire suider. Voilà. J'ai pas dit tous les mots complets. Là, c'est sûr, c'est des menaces de mort. C'est sûr, c'est des menaces de mort. Et que ça, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je suis quelqu'un de normal. Je veux pas de problème. Et si quelqu'un me cause problème, je n'hésite pas à le démonter en vidéo. Bien sûr, pas tout le monde. Hein. Parce que moi, comme j'ai dit, j'ai imposé mes propres règles. Et peut-être que je vous ferai peut-être une liste. Bien sûr, c'est en écrivant normalement. Hein. Parce que en attaché, je sais le faire, mais en attaché, c'est pas non plus très top pour moi, mais je vais vous faire comprendre. Déjà, contrairement à moi et vous, je ne veux pas d'insultes, je ne veux pas vous insulter. Je ne veux pas que vous insultez entre vous. Je je veux pas que vous me provoquiez à longueur de journée parce que oui, je lis la plupart de vos messages. C'est comme avec Cinéphile. Certes, ça a été lui le premier à avoir parlé et que je répondais tout le temps, mais depuis qu'il répondait de manière conne, enfin con, eh ben, je ne réponds plus. Pourquoi? Parce que les phrases sont tellement évidentes et que j'essaye de dire arrête de trop spammer les mêmes messages, ça m'énerve. Et que j'ai compris, et si j'ai envie de sortir une vidéo, je n'ai pas à dépendre de toi. Et que voilà, c'est moi qui gère ma chaîne, ce n'est pas toi. Et aussi, si j'ai fait plein d'erreurs, dis-moi lesquelles. Hein? Tu me diras en commentaire lesquelles j'ai fait d'erreurs. Parce que si tu dis que j'ai fait des erreurs, alors là, il y a un problème. Parce que de dire que j'ai fait plein d'erreurs sans me dire pourquoi, alors que des fois je ne regarde pas tous mes anciens vidéos, parce qu'en fait, vu comment des fois je commence un peu à m'occuper de moi-même, je m'amuse beaucoup à la console, j'essaie de faire un peu des trucs un peu créatifs, un peu comme ça, j'ai dû modifier ça parce que je trouvais que c'était stylé avec beaucoup de fédérations. Donc voilà, j'avais fait ça. Mais voilà, de dire que j'ai fait plein d'erreurs sans contester lequel, il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et de dire que je fais plein d'erreurs et que je m'y connais rien à rien, là, je n'aime pas. Je n'aime pas parce que c'est tellement rabaissant. Et moi, comme j'aimerais appeler ça, se foutre de la gueule du monde. Et que se foutre de la gueule du monde, c'est-à-dire qu'on est le pire trou du cul du monde, justement. Bon, voilà. Là, c'était mes gros coups de gueule. C'est et que j'ai beaucoup trop tardé. Il faudrait que je me dépêche un peu. Même si je dis ça, etc. Mais voilà. Mais bon, il faut comprendre.
même s'il y a des petites erreurs, je vais pas recommencer pour monsieur. Parce que déjà, erreur. De quoi erreur? Est-ce que la vidéo bug? Est-ce que, est-ce que j'ai dit des choses totalement hors sujet? Est-ce que j'ai pas été assez objectif? Est-ce que j'ai pas été en profondeur? Il faut savoir. Bref, vous m'avez compris, ça m'a vraiment saoulé. Ça m'a entièrement saoulé et honnêtement, je n'ai pas à dépendre de lui et qu'il aille se faire voir. Voilà, qu'il aille se faire voir. Je dis pas qu'il n'est pas le bienvenu. Il n'est pas le bienvenu sur ma chaîne, je n'ai pas dit ça. Il peut toujours répondre. Il peut toujours répondre, même s'il dit des trucs un peu bêtes, mais voilà, je veux qu'il dise des choses intelligentes. Je veux qu'il dise des choses intelligentes, comme il m'avait expliqué avec les biographies de catcheurs comme Shawn Michaels et Undertaker. Oui, ça c'est des choses que je savais, mais que je pourrais en parler. Mais les vidéos seraient très très longues. Voilà, vous m'avez compris. Bon, sans trop tarder, je vous montre directement en DVD, parce que oui, je vous dis, oui, je vais vous montrer, alors que je le fais pas, mais je le montre. The Rise and Fall of ECW. The Extreme Championship Wrestling. Oui. En tout cas, hier, j'ai pris pas mal de temps à le visionner. C'est pour ça que j'avais sorti deux vidéos. Parce que je voulais regarder celui-là. Et que l'autre, qui était un DVD, qui était un peu d'image de mauvaise qualité, mais qui avait pas, il n'y avait pas de code pour regarder tous les matchs et aussi citer. Peut-être que j'aurais pu citer les matchs, mais bon, j'ai pas envie de dire de la merde aussi. Hein. Faut comprendre, j'ai pas envie de faire tout ça, etc. Mais bon. Donc, un des DVD les plus appréciés des fans de catch, The Rise and Fall of ECW. Car on apprend toute l'histoire sur la ECW. Et là, c'est tout le résumé. Et là, que des images. Vraiment que des images iconiques. Sandman, Human, Tommy Dreamer avec Bula McGillicuddy et Francine, ou Dan Marie, je crois. Où il les prend tous les deux et qui les embrasse tous les deux en même temps. Bref, à l'époque, Tommy Dreamer, il adorait les plans à 3. C'est une expression, on sait bien que c'était pour le spectacle extrême, mais vous avez compris. Les Dudley Boys, Paul Heyman, Sabu, Taz, Raven, Terry Funk, The Blue World Order, parodie de la NWO, Cactus Jack, Mick Foley, Rob Van Dam, The Extreme Superstar Steve Austin, ou Stunning Steve Austin, mais vous pouvez que l'appeler Stone Cold Steve Austin, Francine, Raven qui met le feu au manager des Dudleys, je crois, mais je ne sais plus, Dean Malenko et Eddie Guerrero, et Spike Dudley qui se fait soulever par les fous du public de la ECW. Bref, il y a tellement de choses à dire sur Rise and Fall of ECW. Et vous allez voir que leur histoire, même si cette fédération, pour certains, paraissent extreme, que pour vous c'est un peu crasse, ou non. Et oui, j'ai fait un peu la même réplique, mais sauf que je l'ai mis en version comme ça, parce que j'ai pas voulu faire tout en ECW, parce que ça prenait énormément de temps. Et pareil pour hier, même si j'aurais bien voulu mettre du rouge, mais je l'ai laissé en blanc, avec le logo WWE justement. Et là, si j'ai mis du noir au feutre noir, c'est parce que j'ai fait une erreur, mais que j'ai su rattraper. C'est pour ça que ça prend toute l'intégralité. Et que aussi, il y a tellement de choses, hein, comme j'ai dit, il y a tellement de choses à dire sur la ECW, même si là j'avais écrit la plupart en anglais, mais je vais essayer de comprendre en français. Donc, Early of ECW, donc on peut appeler ça comme les origines, même si c'est pas marqué les origines, mais on va dire les attributs de la ECW. Et qu'à l'époque, la ECW, ça se fonctionnait sous forme de territoire de NWA. Et que ça a eu lieu à Philadelphie, justement. Donc c'était plus du catch old school. Donc vraiment pur du catch old school. Paul Heyman n'était pas encore dirigeant et aussi ne gérait pas encore cette promotion. Car c'était Todd Gordon
qui gérait la Eastern Championship Wrestling. On peut appeler ça NWA Eastern Championship Wrestling. Où je me rappelle que dans les listes, avoir été champion de la ECW, je sais bien qu'il y avait Jimmy Snuka qui avait déjà été champion de la ECW. Pas extrême, hein, mais Eastern. Voilà. Mais qu'ils l'ont pas précisé car Snuka ne figure pas des ECW Originals. Et que là, ils ont parlé de toute l'intégralité des catcheurs, comme Public Enemy, Taz, Sabu, Terry Funk, Tommy Dreamer, le Sandman, Cactus Jack, Mikey Whipwreck, Raven. Ça, j'avais peut-être dit. Shane Douglas. Dudleys aussi. Ils vont même parler des Dudley. Rob Van Dam. Il y a qui encore Je sais bien qu'il y avait aussi Dean Malenko, Eddie Guerrero, Chris Benoit, Chris Jericho, Rey Mysterio, Juventud Guerrera, Psychosis, Conan. La Parka aussi, il a déjà fait une apparition. Il y avait aussi Night One One. The Eliminators. Il y a qui encore qui en parle? Parce que je sais bien qu'ils vont tout résumer sur la plupart des catcheurs. Notamment les divas à l'époque, comme Francine, Beulah McGillicuddy, Dawn Marie, Woman. Et quelques femmes qui ont participé. Mais bon, ils en ont parlé de la plupart de tout. Peut-être que je vais vous citer. Donc, tout a commencé, on va dire, la création de la ECW, donc la Extreme Championship Wrestling, en commençant par Shane Douglas, qui remporte le titre de la NWA et qu'il commence à critiquer et à cracher les catcheurs comme Ric Flair, Ricky Steamboat. Il y a qui encore qui l'a cité? Je sais plus qui l'a cité, mais je sais bien qu'il avait parlé notamment des catcheurs de la NWA. Je sais plus qu'est-ce qu'il a cité. Bref, c'est pas grave. Il avait déjà cité la plupart des catcheurs qu'il avait taclés. Et c'est là où le mythique moment où il jette le titre de NWA au sol en disant qu'il n'est pas champion NWA de la ECW. Il est le pur champion du monde poids lourd de la ECW. Et on va dire c'est là où tout a commencé à se créer pour la ECW. Donc voilà, j'avais déjà parlé de certains catcheurs, comme j'ai déjà dit. Public Enemy, Taz, Sabu, Terry Funk, Tommy Dreamer, Sandman, Raven, Mikey Whipwreck, Cactus Jack, la BWO aussi également. Enfin, même si j'avais pas expliqué, mais voilà. Dean Malenko, Eddie Guerrero, Chris Benoit, Chris Jericho, Rey Mysterio, bref, tout ce que vous voulez savoir et entendre est que Paul Heyman a été le seul grand promoteur qui a dû améliorer le contenu de la ECW. Déjà, le but de la vision de Paul Heyman, car il explique dans le reportage, le but pour Paul Heyman, il avait déjà expliqué que pour faire évoluer le catch, c'est, on va dire, de quelque chose assez plat, notamment parti dans les prises techniques, dans les matchs poids lourds, dans les matchs qui ne plairaient pas forcément aux fans, comme par exemple du comedy wrestling, où tout est chorégraphié, et que pour lui, le but, ce n'était plus de ressembler à du catch pur, du catch classique, ce que la plupart veulent savoir. Le but, c'était de ressembler à un combat à mort, car le public de la ECW est l'un des publics les plus bruyants, les plus fous, les plus extrêmes, les plus assoiffés de sang aussi, parce que j'avais déjà vu des pancartes où il était marqué We want the blood, on veut du sang.
donc le côté extrême. Et aussi, ils étaient connus pour être politiquement incorrects et fiers de l'être. Donc c'est un peu le slogan de la ECW, le côté non-respect, le, le côté on détruit tout, on, on ne respecte rien, on crache sur tout, on ne respecte plus les codes. Bref, tout, tout devient le code et les règles extrêmes. Et que Paul Heyman est un gros génie, franchement, c'est un gros génie. Et quand on voit Paul Heyman aujourd'hui, on se dit que ça n'a pas l'air du tout d'un génie, ça a l'air d'un manager totalement lambda. Mais sachez de comprendre, c'est que Paul Heyman est vraiment quelqu'un qui a su captiver, a su trouver les idées pour essayer d'évoluer le catch. Car lui, il voulait viser plus haut. Il disait, il voulait viser un peu plus haut pour concurrencer, peut-être pas concurrencer, mais être au même niveau que la WCW et la WWF. Donc il voulait vraiment être au même niveau. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas tout l'argent nécessaire pour concurrencer. Parce que maintenant, pour concurrencer une autre industrie, c'est comme le catch ou boxe, ce que vous voulez, ou on peut appeler ça même des petits commerces du coin. Pour concurrencer, il faut avoir plus de moyens, la bonne recette et, euh, et beaucoup de passion. Et il faut savoir s'investir sur le bon produit. Donc c'est ce qu'ils ont voulu faire la ECW. Notamment, Paul Heyman, il a voulu essayer. Et attendez, je vais parler. The night the line was crossed. Ça je crois qu'il parlait quand il a su, on va dire, captiver les foules. Ouais, que je me rappelle que les foules, des fois, ils arrêtaient pas de critiquer la WCW et la WWE. Par exemple, ils sont anti-WWE. Et aussi, il y en a qui sont 100% anti-WCW. Car j'avais déjà vu un petit pancarte en disant Bischoff déteste les antichrists. Et pas mal de mecs à fond. Il y a des mecs qui sont tellement chauds qu'ils sont même prêts à, à faire n'importe quoi, quoi. Dans le public, il y a vraiment le public le plus fou, le plus fidèle, même pour la ECW. Hein. Même si c'est un environnement assez crade. Parce que oui, la ECW, certes, il y a une ambiance, mais faut pas trop être dans l'ambiance parce que avec que des mecs assez dingues, on sait jamais quoi. On sait jamais à quoi on s'attend. Et que lorsqu'il avait expliqué Paul Heyman, quand il a vu Sabu, alors qu'il sortait du Japon, notamment de la FMW, il a vu son corps totalement cicatrisé et, et un véritable casse-cou qu'il a subi durant toute sa carrière. Et qu'il il est génocide, il est suicidaire, il est meurtrier, il défie la mort. Bref, c'est la tête brûlée par excellence. Et là, il parle, attendez. Paul Heyman contre la WCW, ben oui, Paul Heyman, il n'avait pas digéré de fait d'être viré de la WCW alors qu'il faisait du bon taf, notamment sous le personnage du pseudonyme de Paulie and Dangerously, alors qu'il mettait les catcheurs over. Il mettait vraiment les catcheurs over, Paul Heyman. Et que Bischoff l'avait viré comme ça, comme un malpropre. Et certains catcheurs vont être virés comme Cactus Jack et Stunning Steve Austin qui sera à la ECW The Extreme Superstar Steve Austin. Ou le moment mythique où il fait une promo anti-Eric Bischoff, anti-catcheurs qui n'ont jamais vu son talent. Et que cette promo est vraiment grotesque. Bref, on avait vu les qualités des mecs comme ça. Et là, ça parle, attendez, vous, comment j'avais parlé déjà des catcheurs. Sandman et Dreamer, la feud. Ah oui, oui, je me rappelle de cette feud. On sait qu'ils sont aussi pas mal affrontés pour le titre de la ECW, justement. Et que je me rappelle le moment où j'avais déjà expliqué que
Tommy Dreamer, il avait pris une cigarette, il avait mis dans l'œil du Sandman et qu'il avait fini aveugle. Même si à un premier temps, il avait pris le kendo et qu'il a visé dans l'œil du Sandman. Mais on va dire c'est plus la cigarette qu'il a reçue dans l'œil. Et que j'aime bien, il fait comme s'il était réellement aveugle, tout en gardant l'histoire du secret de la storyline, en faisant croire qu'il est réellement blessé, tout en ne sortant pas du tout de chez lui, jusqu'à ce qu'il retire le bandeau, il prend le kendo, et là il fout en pleine tête, dans la tête de Tommy Dreamer. Il faut savoir aussi, c'est que les deux catcheurs, donc Tommy Dreamer et Sandman, Tommy Dreamer, lui, c'est plus l'âme, le cœur et les tripes, enfin, le sang, les tripes de la ECW. Donc, il porte fièrement ce t-shirt de la ECW, même au fond du cœur, franchement. Il le portera même jusqu'à sa disparition en 2010. Donc, il aura été l'un des derniers rescapés. Tandis que le Sandman, ben lui, c'est le fou, le plus teubé. Car il fait son entrée avec un kendo à la main, ou alors c'est des fois Woman qui prend le kendo, et que des fois la fâcheuse tendance à un peu trop faire ça avec le kendo, comme si c'était une dick qui allait remonter. Vous avez compris. Vous avez compris ce que je veux dire, mais je n'aimerais pas aller dire très 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 loin. Et qu'il a des bières des fois qui cachaient dans les poches, et en plus dans les poches qu'il avait, et tenue surtout, il a un t-shirt, et le pantalon, on dirait pas que c'est un pantalon, on dirait un pyjama qu'il a. Donc il a une dégaine avec un pyjama, chaussures, clope au bec, des bières, il boit, il crache, et il se fracasse la canette sur le front, et ça lui arrive de catcher des fois bourré. Et j'avais déjà vu comment il catchait bourré, franchement, surtout dans un match hardcore. Il faisait n'importe quoi. Et après, ça faisait partie de la feud, hein. Ça faisait partie de sa plus grande feud. Après, ben, l'évolution de la ECW, c'est sûr que ça va évoluer en flèche. Cactus Jack, j'avais déjà parlé sur son parcours. Qu'il avait été à la WCW et qu'il avait été viré de la WCW pour aller à la ECW. Et là, à la ECW, il aura trouvé sa vocation. Car il va développer un personnage très très fou, très hardcore, intense. Bref, il aura fait les 400 coups, Mick Foley, même quand lui aussi il a été à la FMW. Donc oui, il a été à la FMW, là où Sabu, Rob Van Dam et d'autres catcheurs sont passés par là. Et un autre truc que vous ne savez pas, c'est que la ECW s'était inspirée de la FMW. Donc ils ont un peu pris les idées de Atsushi Onita, donc les idées hardcore, pour en faire quelque chose de assez violent et révolutionnaire pour l'époque à la ECW. Et que là, maintenant je vais passer ça. Mikey Whipwreck, donc un jeune catcheur qui peut être intense et aussi à la fois extrême, malgré pour son jeune âge, qui aura été le plus jeune champion du monde poids lourd de la ECW. Donc il aura été l'un des plus jeunes et qu'il aura peut-être pas marqué les esprits, mais il faut dire on se rappelle peu de lui, mais il a été l'un des antagonistes principaux de la ECW. Ensuite, Extreme Begins, donc le commencement de l'extrême. Et le commencement, ça part tout de suite, hein. Donc ça part directement à Philadelphie, donc ça j'ai déjà parlé. Philadelphie, Pennsylvanie, où c'est la seule salle résidente de la ECW qui vont former notamment le lieu, la ECW Arena, qui est au Bing Hall. Et que Paul Heyman avait déjà dit qu'il avait déjà eu des contacts avec plusieurs villes à faire des tournées avec la ECW, comme New York, Buffalo, je crois. Enfin, c'est pas Buffalo, mais je sais bien qu'il a fait pas mal de tournées au Hammerstein Ballroom. Et, euh, et d'autres villes que j'ai malheureusement oubliées. Mais ce n'est pas grave.
Et là, il parle des catcheurs techniques, donc comme je vous avais déjà expliqué, comme Dean Malenko, Eddie Guerrero, Chris Benoit, Chris Jericho, Rey Mysterio et compagnie. Donc ça, il expliquait qu'il laissait faire les techniciens faire le job sur le ring, même si la plupart avaient déjà un contrat avec la WCW ou d'autres avec la WWE. Il y en a, non, mais bientôt, mais très bientôt. Et que le côté technique, ben, ça ajoutait un peu de l'intensité et aussi de moments fous, comme le match mythique entre Eddie Guerrero et Dean Malenko, où un match a été très très bien maîtrisé. Même avec Tuco Scorpio, également Tuco Scorpio. Et bien sûr, Chris Benoit. Ils auront fait les belles heures de la ECW. Après production de 12. Ouais, donc c'est là où ça devient une grosse production. Ils essaient même de passer à la chaîne TNN. Et qu'ils ont voulu tout faire pour que le produit s'améliore. Mais ça va revenir plus tard, quand je vais revenir plus tard. Ensuite, ben, les fans. Les fans, comme je vous avais déjà expliqué, ben, c'est des fous dans le public, des mecs les plus bruyants, les plus hard, quoi. Donc, j'ai pas besoin d'en dire plus. Et que les fans, là, j'avais vu les images et les matchs. Les fans n'hésitaient pas à apporter quelque chose avec soi pour le spectacle. Comme chaises, kendo, des poêles à frire, des râpes à fromage, euh, des canoës, des bouées, des raquettes, des... Attendez. Qu'est-ce qu'ils avaient ramené d'autre Je ne sais plus qu'est-ce qu'ils avaient ramené, mais je sais bien que c'était les seuls fans à avoir apporté des armes pour rendre les shows beaucoup plus extrêmes et captivants. Et que ça a été les publics le plus fidèles, car les fans sont les plus dingues. Mais vraiment les plus dingues. Donc je passe. Raven Dreamer. Aussi une grosse rivalité. Raven Dreamer, ça a été une grosse rivalité, car peut-être qu'on se rappelle peut-être de leurs affrontements, et que Tommy Dreamer, selon Raven, il a toujours surpassé ben, lui-même, quoi. Donc Tommy Dreamer l'a beaucoup surpassé Raven, et du coup, ben, Raven, il a un style aussi hardcore, mais que on dirait, on va dire, quelqu'un d'assez... je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais de, de plus dépressif, malgré qu'il est hardcore et violent. Donc, il laisse sa haine et sa folie l'envahir, et qu'on se rappelle peut-être de sa promo mythique Is a Raven Nevermore. Donc, une de ses catchphrases mythiques, et qu'il est notamment jaloux que Tommy Dreamer ait pris la plus belle femme, notamment Beulah, alors que Beulah elle avait choisi Tommy Dreamer. Pourquoi? Parce que Tommy Dreamer, selon lui, Tommy Dreamer, il a de la chance avec les femmes, c'est le plus beau gosse, c'est celui qui sait bien causer, tandis que lui, c'est quelqu'un d'assez timide, très dark surtout, et qu'on se rappelle que des grosses feuds, notamment dans un match en cage où Raven se fait menotter et qui se prend un coup de chaise dans le crâne. Et qu'à l'époque, il y avait zéro protection, hein. Même à l'extérieur du ring, zéro. Protection zéro. Hein. Donc on pense pas à la santé des superstars. Et ah oui, j'avais complètement oublié que Paul Heyman avait déjà dit que lorsqu'ils avaient fait le même show When Wars Collide, eh ben, la WCW avait pris exactement le même terme. Ça, c'était les paroles de Dr. Wrestling, mais ça, je sais pas s'il le dit dans ce reportage, mais il avait dit que qu'ils avaient pris le même nom, et que au lieu de leur faire un procès, parce que c'était le père de Paul Heyman qui était avocat, au lieu de leur lancer un procès, eh bien, il voulait quelques catcheurs pour sa fédération. Donc il avait pris Arn Anderson, Bam Bam Bigelow, je sais bien qu'il avait déjà été à la ECW,
mais où ils sont venus de manière hostile, très hostile même. Bref, ça c'est une parole que j'aimerais dire. Ensuite, Sabu gets fired. Ouais, donc Sabu, comme j'avais déjà dit, ben, c'est un véritable tête brûlée et aussi quelqu'un qui n'hésite pas à se sacrifier et qu'il a toujours des cicatrices de ses combats qui sont notamment très violents, notamment à la ECW où ils avaient fait un match de barbelé entre lui et Terry Funk où ça aura été très violent et que oui, Terry Funk aura été l'un des pionniers de la ECW car il aura aidé Paul Heyman à créer du bon contenu à la ECW. Donc il a su tout dire, il a su tout captiver et que c'est pour ça qu'on doit une grande partie à Terry Funk car sans Terry Funk, la ECW ne serait rien. Ensuite, The Monday Night Wars. Alors, c'est là où la ECW, ils ont essayé de prendre parti au Monday Night Wars. Ils ont voulu un peu titiller la WWE et la WCW. Mais la ECW, on sait bien qu'ils détestent principalement les deux concurrents, donc la WWE et la WCW. Même si avec la WWE, ils ont su avoir une bonne relation, tandis que la WCW, ils n'ont jamais eu de bonne relation parce que, comme disait bien Eric Bischoff, il voulait faire couler la ECW qu'il considérait comme une abomination dans le paysage du monde du catch. Donc ils ont voulu incendier vraiment la ECW. Donc ça parle justement des Monday Night Wars. Même si j'aurais pu parler de la fois où Taz s'est déjà brisé la nuque. Oui, parce que ça, je suis vraiment passé à côté de ça. Mais Taz, il s'avait fait briser la nuque en plein match face à, attendez, l'équipe technique. Je sais bien qu'il faisait équipe avec Eddie Guerrero et que de l'autre côté, il y avait Dean Malenko et peut-être Chris Benoit, je crois. Ouais, donc il s'était fait briser la nuque et que lorsqu'il s'était fait briser la nuque, eh ben, Taz raconte que il n'y avait pas de contrat contractuel entre lui et Paul Heyman. Il n'y avait rien. Leur seul contrat, c'était juste un poignet de main. Tout simplement. Et du coup, ben, Paul Heyman continuait à le payer malgré qu'il ne catchait pas, malgré qu'il avait une nuque brisée. Donc voilà, je passe à ça. Donc, Monday Night Wars, j'ai déjà passé. Lucha Libre. Donc, comme je vous avais déjà expliqué, avec les catcheurs mexicains, et qui vont faire les belles heures de la ECW, comme j'avais déjà expliqué, Rey Mysterio Jr., Juventud Guerrera, Psychosis, Conan, La Parca, et d'autres catcheurs mexicains qui pourraient arriver. Peut-être qu'ils auraient pu parler des catcheurs japonais, dont le Puro Resu, même si je sais bien qu'il y avait pas mal de catcheurs japonais qui catchaient, comme Yoshihiro Tajiri, Masato Tanaka, Hayabusa, Akushi, et d'autres catcheurs aussi que j'aurais pu citer. Donc ils auraient pu en parler. Donc oui, la lucha libre devient extrême, mais très extrême, comme le Puro Resu devient très extrême. Ensuite, Austin comes to the ECW. Donc ça, c'est comme j'avais déjà expliqué avec Stone Cold Steve Austin, où il était venu, malgré qu'il n'a pas été champion du monde poids lourd de la ECW, mais il aura eu un bon run jusqu'à ce qu'il part à la WWE en tant que Ringmasters. Et bien sûr, vous connaissez bien le personnage de Stone Cold Steve Austin. Là, on parle des promos. Alors, c'est sûr que les promos, c'était des habitués des promos. La ECW, ils étaient vraiment, vraiment des habitués des promos, comme notamment Cactus Jack parlait exactement des bonnes promos, des promos assez inquiétants et très timidants. Et je me rappelle lorsqu'il était montré avec le titre de la WCW, où il prend le titre, il crache dessus, l'air de dire que ce titre ne vaut même pas les honneurs, c'est de la merde. Et que ça lui a vraiment entièrement un peu détruit son run à la, enfin, à la WCW. Et là, comme j'ai pu le constater, enfin peut-être, si vous n'avez peut-être pas compris, c'est là où il quitte la ECW, parce qu'il avait eu un contrat avec la WWE. Donc il avait eu un contrat, et que ça permet aussi à Taz de revenir
Donc il a su guérir de sa blessure au cou et qui revient en force. Et là, Sandman Raven, aussi une grosse feud. Alors tout ce que je peux retenir de cette feud, c'est que Sandman et Raven, il y a eu des choses assez complexes, notamment de la famille de Sandman, où le fils de Sandman se retourne contre son père pour s'allier avec Raven, car je me rappelle que le fils de Sandman portait exactement le même fringue que Raven, veste en cuir, un genre de chemise à carreaux autour, autour de la taille, et à faire le même signe des bras en disant "As a Raven nevermore". Et que c'est sûr, quand c'est à la ECW des histoires comme ça, il faut être vraiment très très sadique. Vraiment des choses assez sadiques. Ah mais oui, attendez. J'ai j'ai peut-être pensé un truc. Est-ce que la WWE s'est pas inspirée de cette histoire envers Raven et Sandman au sujet du fils de Sandman? Bien sûr, c'est différent, mais je crois que la WWE s'était inspirée, notamment avec Rey Mysterio et Eddie Guerrero. Mais sauf que le seul différence, c'est que Dominique ne s'était pas rangé du côté de Eddie. Mais je crois qu'ils se sont inspirés de ça et que j'avais vu les images que Sandman, ben, il était vexé que son propre fils se retourne et se rebelle contre son propre père. Même la femme de Sandman, je crois. La femme de Sandman s'était rejoint à Raven. Et du coup, ben, Raven, en bon tyran, en bon manipulateur, il sait manipuler les plus sensibles que lui. Et ben, il a su, on va dire, porter sous son aile quelqu'un de si sensible à la base, en faire une force très très malsaine. Donc je me rappelle de ça exactement. Ensuite, BWO, ça j'avais déjà expliqué. Et que la BWO, c'est une caricature, enfin, on peut dire ça, une caricature, et une parodie de la NWO. Je sais que le Blue Mini, lui, malgré qu'il n'a pas le physique, eh ben, il s'inspire un peu de Scott Hall, donc de Razor Ramon, même s'il n'a pas le physique, parce que je me rappelle qu'il n'arrêtait pas de se bouger exactement comme Scott Hall. Steven Richards, lui, c'est une pâle copie de Kevin Nash, même s'il n'est pas si grand que Kevin Nash. Donc, il faisait exactement les mêmes manips. Les deux faisaient exactement le même manip. Et Supernova, que lui, c'est une caricature de Hulk Hogan. Donc, des pâles copies en version comédique, en version extrême, c'est sûr que ça fait vraiment parodique. Et là, c'est Beulah et Dreamer. Donc là, je parle du couple entre Beulah et Dreamer, qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, et que d'ailleurs, ils sont réellement ensemble dans la vraie vie, car ils ont eu 2 filles, je crois. Ouais, ouais, donc leur histoire d'amour est à leur apogée, et qu'il y a eu aussi une histoire avec Raven. Donc histoire d'amour brisée, et, euh, et tout ce que vous voulez imaginer, quoi. Ensuite, ECW et WWF. Donc la relation que j'avais déjà expliquée, ou même, je me rappelle que la WWE allait aider la ECW à faire de la promo pour leur show. Car pour Vince McMahon, car il intervient dans ce reportage, même Eric Bischoff, mais c'est plus Vince McMahon, il dit que c'était bénéfice pour le business, pour leur donner de la visibilité. Même si il veut tout de suite faire comprendre que dans le monde du catch, c'est lui le véritable boss. Donc McMahon, il avait déjà une tendance de dire c'est moi le boss. Où il a créé un sainement de l'invasion qui était un peu raté, je vous le cache pas. On voyait les mecs de la ECW apparaître lors de In Your House, où, ils attaquaient Justin Hawk Bradshaw et Hardcore Boboli.
Donc il les agressait en les insultant notamment. Et aussi même à arriver jusqu'à Raw, où les catcheurs de la WCW, ils vont, enfin ECW, ils vont se rebeller contre les catcheurs de la WWE. Et que je me rappelle que la ECW n'hésite pas à tacler Jerry Lawler, car Jerry Lawler n'arrêtait pas de critiquer en disant que la ECW, ça devient ennuyant, chiant, enfin extrêmement chiant, ennuyant. Donc lui, il critiquait cette structure, et du coup, ben voilà quoi. Mais je crois que je vais un peu passer à ça. Je vais un peu passer à ça. Donc The Crucifixion. Donc oui, le crucifix. Enfin, ouais, le crucifix, on va dire ça comme ça. Je me rappelle que Stevie Richards et Blue Meanie et Raven, ils ont sorti une croix en bois qu'ils ont sorti sur le ring. Ils ont allumé Sandman, ils l'ont ligoté sous la croix et ils l'ont mis à l'extérieur du ring. Enfin, c'était à l'extérieur du ring, hein, c'était pas au centre du ring. Ils l'ont pas soulevé tout au-dessus, mais ils l'ont mis exactement à l'extérieur du ring et que le Sandman, il est comme crucifié et qu'il a comme couronne une couronne de barbelés. On sait bien que Jésus, il se fait crucifier, cloué sur la croix, et qu'il a une couronne d'épines sur la tête. Et que là, c'est exactement le même principe avec Raven, sauf que lui, il met du barbelé sur la tête, comme couronne. Et du coup, la ECW a réussi à faire choquer les foules. Et pourtant, la foule n'était même pas du tout des enfants de cœur. C'était pas des bons garçons. C'était des bad guys, quoi. Et à l'époque, Kurt Angle, il était venu en tant que fan. Il n'était pas encore catcheur, mais il était en tant que fan. Où, où il saluait les fans de la ECW et un scènement en commun avec Taz. Et du coup, il avait insisté à la scène. Et lui, en tant que bon ferrant catholique, il avait été choqué par ce qu'il avait vu ce jour-là. Et qu'il ne voulait pas qu'il soit mentionné dans le reportage de Rise and Fall of ECW, sauf qu'il figurait exactement dans ce show. Mais on n'a pas vu sa réaction, mais il avait été choqué, et du coup, la ECW avait fait un énorme gros bad buzz, et que Raven a dû s'excuser en disant qu'il se présentait en tant que Scott Levy, donc son vrai nom, vrai nom et prénom, et qu'il s'excusait publiquement aux fans car il ne voulait pas insulter la religion, parce que quand on fait ça, en fait, c'est du blasphème, car il voulait pas insulter la religion, il voulait faire ça de manière artistique, et que il s'excusait normalement, publiquement, voilà. Mais sauf que le mal est fait. Le mal était fait. En plus, importance of the pay-per-view. Ouais, l'importance du pay-per-view. Donc, je me rappelle qu'ils avaient fait Barely Legal, un show que je vais peut-être revenir dessus. Mais qu'ils avaient essayé de faire plusieurs pay-per-view, même si les titres et les affiches, c'est pas facile à trouver. Mais que là, voilà. Pay-per-view is back on. Donc les pay-per-view sont de retour. Donc c'est là où ils essaient de faire plus de pay-per-view, la ECW et WWE Co-Promotion. Ouais, donc c'est un peu le co-promotion de la ECW, vu comment la WWE a aidé la ECW. Justement, elle a aidé. Et c'est là où ça va leur conduire leur show Barely Legal. Et que, en parlant de ce show, on peut retenir Rob Van Dam contre Lance Storm, où Rob Van Dam, il était heel à l'époque, et qu'il avait totalement retourné sa veste envers le public de la ECW. Après, le match entre Taz et Sabu, où il a été très brutal, mais un peu décevant. Voilà. Et qu'à la fin, je me rappelle que Rob Van Dam, il prenait le micro en disant que Rob Van Dam, lui, catchait pour l'argent. Car lui, il catch dans les shows pour être payé, et pas pour être payé dans un seul endroit. Lui, il veut se faire plein de thunes. Bon, ça, je passe au niveau de promo. Le main event de Barely Legal.
Donc c'est là où il y a le Terry Funk, Steven Richards, Sandman qui s'affrontent et que Terry Funk remporte le match et qu'il restait plus que Raven et Terry Funk, où Terry Funk remporte le titre. Donc ça a été le show le plus mémorable de la ECW. Ensuite, Raven goes to WCW. Donc il part à la WCW et Jerry Lawler envahit la ECW. Ça, je me rappelle lors d'un match entre Tommy Dreamer et Raven. Donc c'est là où il fait le dernier match et que Rob Van Dam et Sabu attaquaient justement Tommy Dreamer et même Jerry Lawler était là pour trash talk ben, les fans de la ECW, Tommy Dreamer, la plupart des catcheurs et qu'il avait même non, c'est pas encore à ce moment-là et qu'il fouille parce que Taz arrivait pour leur casser la tronche et que faut dire à un gars pareil, il vaut mieux fuir et que même Jim Cornette était aussi à la ECW. Bien sûr, pas pour un long durée, mais voilà. Locker Room Mall. Donc ça, c'est quand... c'est dans les coulisses, je crois. Ouais, donc il nous dévoile tout ce qui se passe dans les coulisses, et Superstar Rose. Je crois qu'il parlait de la fois où on a eu l'incident du Mass Transit et que je vous avais déjà expliqué par rapport au Mass Transit, comme quoi le jeune homme, Eric Culas, avait menti à Polyman pour essayer de catcher à la ECW. Donc il avait dit qu'il avait, euh, qu'il avait été entraîné par Killer Kowalski, le catcheur qui avait notamment entraîné Triple H, qu'il avait de l'expérience en catch, et, euh, et aussi attendez, 19-20 ans, alors qu'il avait que 16 ans, et que lors d'un match qui était en live event, eh ben, il s'était fait, on va dire, mis à mal par New Jack, donc les gangsters avec Mustafa, où lui faisait équipe avec Devon, donc Mass Transit faisait équipe avec Devon, et que du coup il s'était fait à mal, et que je vous avais déjà expliqué que New Jack c'est un catcheur très très violent, car il n'hésite pas à faire du mal à ses adversaires, et qui lui avait, on va dire, taillé le front tout en l'insultant. Et aussi, ça fait un énorme scandale et que la famille avait fait porter plainte à la structure, notamment à New Jack. Mais sauf que New Jack, il s'était fait acquitter. Donc, il était acquitté, justement. Donc, ça a été la plus grosse erreur. Et malheureusement, il va avoir quand même des conséquences, hein, des répercussions et des conséquences. Voilà. Mais après, en parlant de Polyman, c'est vrai que ça a été un génie créatif. Comme j'ai toujours dit, ça a été un génie créatif. Même si Polyman, c'est vrai que en matière de gestionnaire, c'était pas un grand gestionnaire. Et aussi, ça n'a pas non plus été un énorme businessman. Certes, ça a été un grand promoteur, mais ce n'est pas non plus un énorme businessman. Car lui, il n'était pas féru de contrats. Et comme je vous avais peut-être déjà expliqué, lui, il s'était pas renseigné à la plupart des catcheurs. Donc pour le Mass Transit, s'il avait su que c'était un menteur qui n'était pas réellement catcheur, il aurait pu se renseigner. Mais heureusement que les catcheurs, ils ont remarqué ça, que ce type manquait vraiment d'expérience et qu'il n'a pas été réellement entraîné par un catcheur. Et aussi se comportait mal dans les vestiaires. Il se comportait vraiment mal. Et que du coup, ben, ils ont dû donner une leçon aux jeunes. L'air de dire, c'est pas comme ça comme on traite les vétérans comme ça. Voilà, comme dirait le Blue Mini, tu t'assois, tu te tais et tu écoutes. Comme ça, un coup que tu es parmi nous, eh ben, on t'invitera à nouveau à catcher. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et que là, c'est vrai que il avait un peu du mal à essayer de trouver
des choses qui le concernaient, Paul Heyman, mais voilà. Mais ne cachons pas que ça a été un énorme génie créatif. Après, notamment, WCW et WWF Imitation. Est-ce qu'on en parle? C'est là où la WWE et la WCW, ils ont volé les idées de Paul Heyman. Ils ont carrément volé les idées de Paul Heyman. Et que la plupart des gimmicks étaient copiés de bout en bout, mais bien sûr à la sauce des deux shows. Et qu'on se rappelle des moments mythiques comme le Sandman se fait crucifier par Raven, et que à la WWE, Undertaker, lui, il crucifie Stone Cold Steve Austin avec sa propre croix en T. Et il faut savoir, c'est que Stone Cold Steve Austin s'était inspiré du Sandman pour boire de la bière. Et après, du côté de la WCW, ils ont pris pas mal d'idées. Par exemple, le côté hardcore. C'est pour ça qu'ils ont un peu créé le titre hardcore. Et aussi, la ECW était l'une des pionnières à avoir fait des bagarres dans le public, que ce soit à l'extérieur ou de l'intérieur. C'était le premier à avoir fait ça, quoi. Et du coup, la WWE et la WCW utilisent ça comme idée à leur sauce. Et ce qui est incroyable, c'est que les deux promotions ne se gênent pas du tout. Donc, ils n'ont aucun gêne de piquer les idées de Paul Heyman. Alors que Paul Heyman, il l'avait vu à des kilomètres et il se dit qu'il s'était fait voler. Comme si eux faisaient mieux que nous. Et du coup, Paul Heyman, malgré tout ça, il essaie de faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas copier. Et que malheureusement, ils l'ont fait, ces connards. Pour eux, il les considère un peu comme des connards. Surtout Eric Bischoff. Paul Heyman disait dans ce reportage que Eric Bischoff est une sacrée merde. En disant que c'est un sale voleur d'idées et un sale menteur. Et que, sérieux, il le traite vraiment de sale merde. Donc il n'appréciait pas du tout Eric Bischoff. Il appréciait un peu Vince McMahon, même si c'est aussi un gros connard. On va pas se le cacher. Mais bon, je passe parce que j'ai déjà assez trop tardé dessus. Ensuite, Taz is the FTW title. Donc Taz est le titre Fuck the World Championship. Donc c'est sa propre ceinture. Vu comment il n'avait pas d'autres compétitions à faire, il se crée lui-même une ceinture qui est un peu identique à celui de la WWF de l'époque. Mais il en faisait sa spécialité. De toute façon, c'est un peu le personnage. Taz, c'est la machine de souplex qui s'en bat totalement les couilles des blessures, de l'ampleur, de tout ce que vous pouvez lui dire. Il s'en carrément les burnes. Donc c'est pour ça que ça va lui forcer à créer le titre FTW, qui est encore d'actualité, même si le titre n'est pas très défendu à la AEW, je le reconnais. Ensuite, The Dudleys. Oui, les Dudley Boys, ils ont fait leurs armes là-bas. Ils ont fait leur spécialité, détruire les tables et en faire quelque chose d'extrême. Et il faut dire que les Dudley Boys, ils inspirent le côté en 3D, car je m'en rappelle qu'ils étaient plusieurs à la base, les Dudley Boys. Bien sûr, il y a Bob Harray, il y a Devon, il y a Spike, mais il y a d'autres membres des Dudley Boys. Et que les Dudley Boys, ils avaient une dégaine assez colorée. On dirait un peu comme des enfants qui découvrent le 3D et qu'ils voient tout en 3D. Et comme je vous avais déjà expliqué, c'est eux qui vont faire leur spécialité, détruire des tables et encore des tables. Ils en feront leur spécialité. Même si j'ai pas encore le coffret des Dudley Boys. Ce que j'aimerais aussi revenir aussi, c'est que ils ont été l'équipe la plus titrée aussi. Ils ont été vraiment l'équipe la plus mieux titrée. Après The Most Hated Tag Teams. Ouais, donc le côté extrême en équipe. Donc c'est sûr, les Dudley étaient les plus extrêmes. Donc ça, j'ai pas besoin de trop dire dessus. Finance was. Donc les problèmes financiers. Donc ça, ils en parlent des problèmes financiers de Paul Heyman. Donc il n'arrivait pas à gérer correctement la ECW. Et que ça lui a vraiment mis un coup de massue.
Donc vraiment un sacré coup de massue pour Paul Heyman. Donc il essaie d'améliorer le contenu, notamment avec les pay-per-view, les merchandising. Et ils avaient même fait un jeu ECW, hein. Donc je crois que c'était ECW Hardcore Revolution. C'est un peu le slogan de la ECW. Mais ils avaient sorti déjà un jeu vidéo. Je n'ai jamais joué, mais si jamais j'essaie de le trouver... de toute façon, j'ai la PS1, donc je pourrais peut-être l'essayer. Comme j'ai une PS2, je pourrais essayer. Et pareil pour la WCW, j'aimerais bien essayer, et pas mal de jeux WWF. Car oui, je suis un gamer par exception, j'adore découvrir les choses, et ça me plaît. Honnêtement, ça me plaît vraiment. Donc j'ai parlé des problèmes financiers, mais ça va leur conduire à la chaîne TNN, qu'ils ont eu un deal, et que Taz quitte la ECW pour... je sais pas s'il quitte pour la WWE, car chez mec, il avait fait un contrat à la WWE, où notamment il a notamment battu Kurt Angle. Il a voulu essayer de battre Triple H, mais sauf qu'il se fera ratatiner. Et il y avait aussi Tommy Dreamer. Il y avait Tommy Dreamer. Et à la WCW, ben, il y avait Raven, Steve Richards, qui étaient un peu en feud. Bref, c'était assez complexe. Ça fait pas mal de temps que je parle dessus et que c'est trop long, malheureusement. Donc oui, ils ont eu un deal avec la TNN et c'est pour ça que Rob Van Dam va être champion de la télévision, où il va être champion pendant plus de 2 ans avant qu'il donne sa ceinture pour cause de blessure à la cheville. Ensuite, les Dudley Boys, ils quittent la ECW pour la WWE, où ils vont faire succès. Notamment, ils vont faire succès. Voilà. Ensuite, Disappointment, White TNN. Donc c'est là où le contrat TNN s'achève et que là, la ECW est en perdition. Donc ils essayent de supplier d'avoir un nouveau contrat ou encore essaient d'avoir une chaîne pour accueillir la ECW. Donc Paul Heyman, on peut dire ce qu'on veut, est un sacré bosseur, un sacré gros promoteur. D'ailleurs, les catcheurs, ils en parlent dedans, comme Rob Van Dam, Chris Jericho, Taz, Tommy Dreamer, Steven Richards. Tous les catcheurs en parlent, que c'était un énorme grand promoteur et qu'il travaillait d'arrache-pied, il dormait 2 heures par jour et que, à force de travail et de volonté, eh ben, ça a payé. Et que du coup, on lui a tout pris. Donc il s'est senti vraiment volé. Donc je parle du titre avec Rob Van Dam, j'ai pas besoin d'en dire plus. Mike Awesome fait une controverse. Donc c'est là où il avait été champion de la ECW, qu'il est allé à la WCW, notamment pour attaquer Kevin Nash, et que c'est là où il perd le titre face à Taz. Ouais, il perd le titre face à Taz, et qu'il est obligé de quitter la ECW, et qu'il est parti de manière malpropre, car il avait un peu trahi la ECW, faut dire Mike Awesome. Ensuite, Tommy Dreamer devient le nouveau champion du monde poids lourd de la ECW. Donc pour lui, c'est un gros choc de devenir champion de la ECW. Lui, on ne lui a pas donné sa chance, mais pour lui, c'est un rêve. Et que malgré qu'il a réussi à capturer le titre, eh ben, ça a finalement payé ses fruits, même si voilà, la fin est proche. Donc Demise of ECW, c'est là où la ECW ferme ses portes en 2001, car on apprend que la ECW et la WCW ont tous les deux été rachetés par la WWE, et que la WWE aime nous faire entendre à quel point que c'est elle le seul patron dans le monde du catch. Ça, c'est les paroles de Monsieur McMahon, hein. Car Monsieur McMahon, il disait qu'il veut faire rappeler à qui veut l'entendre que le patron, c'est lui et personne d'autre. Et après, Paul Heyman fait ses débuts à Raw. Donc c'est là où il fait ses débuts à Raw en tant que commentateur, et qu'il aura été l'un des papas du hardcore et papa de la ECW. Et que ça s'achève là-dessus. Donc, fin. Voilà, j'ai beaucoup trop dit, j'ai beaucoup trop m'attardé sur les documentaires, car il est vraiment très complet, très long, beaucoup à expliquer. Maintenant, je passe directement au match. Après, ça, c'est des choses à dire en bonus, mais ça, je vais peut-être expliquer. Steven Richards parle
qu'il a déjà eu le cou brisé en plein show de la ECW et qu'il avait déjà été à la WCW, donc il avait quitté la ECW pour la WCW. Et voilà, donc il parle de sa petite carrière, même si ça n'a pas été très très glorieuse. Ensuite, Taz parle enfin, de Paul Heyman, d'un accord contractuel, et que Taz, il disait qu'il était en larmes quand Paul Heyman avait dit qu'il était en faillite, et que je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est peut-être ça. Mais en tout cas, il parlait aussi de sa blessure à la nuque, que ça lui avait profondément infecté, et qu'il trouvera pas mieux que la ECW. Bref, j'essaye de mieux dire ce que je sais en dire, car faut dire, je l'ai vu hier, j'essaie de retenir au plus haut point, et ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Faites pas comme Cinéphile qui me reproche des tas de choses, et que il a la fâcheuse tendance à m'énerver. Mais bon, lui je l'oublie maintenant. J'ai pas envie de l'ignorer, mais faut dire quand il dit n'importe quoi, c'est sûr j'ai envie de l'ignorer, mais ce n'est pas dire que je veux qu'il dégage. Ce n'est pas ça ce que je voulais dire. Donc Polyman, The Trying Again. Ça c'est Chris Jericho qui parle de Polyman en disant que c'est un travailleur acharné, qu'il a su, on va dire, trouver une entente avec certains catcheurs et qu'il essaie de trouver une place pour qu'il soit mieux confortable. Et voilà quoi. Donc il a fait de son mieux pour promouvoir du bon contenu. Voilà, donc ça c'est la fin de 3 passages. Maintenant je passe directement au match. Donc match de 2 au meilleur des 2, 3 manches pour le titre par équipe de la ECW, où il y avait un match de chaîne autour du cou. Donc oui, donc les Pitbulls, donc 1 et 2, contre Raven et Steven Richards. Donc c'est là où ils s'affrontent à ECW Gangsta Paradise, Philadelphie, Pennsylvanie, le 9/16/1995. Très long. Très long, je crois que je me rappelle que c'est là où Pitbulls y rend... Non, c'est pas Pitbull, c'est sûrement Raven et Steven Richards qui remportent un point. Ensuite, ben, c'est les Pitbulls qui remportent un point. Et à la fin, je crois que l'un des Pitbulls, c'est Pitbulls 2 qui va être blessé autour du cou, car il s'était pris un énorme DDT monumental à l'extérieur. Donc il était blessé au niveau du cou. Et que du coup, il a fallu un remplaçant à la personne de Tommy Dreamer, où il allume tout le monde, il fait des DDT, et qu'il est champion par équipe avec Pitbulls 1. Mais sauf que Bill Alfonso euh, en rajoute en disant que c'était pas légal, que Tommy Dreamer il vient comme un cheveu sous la soupe. Donc il décide que ce soit, on va dire, Raven et Stevie Richards qui soient toujours champions. Et qu'après, je me rappelle qu'il y a Todd Gordon qui intervient en disant que c'est pas légal, que s'il faut un changement de titre, il doit avoir un changement de titre. Et qu'après, on a une mini baston. Et après, il y a un type qui est venu, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Je sais pas si c'était Night 11 ou autre, mais je sais bien que Tommy Dreamer, il va un peu se laisser de côté. Il va laisser Pitbull et l'autre type que j'ai malheureusement oublié son nom. Je vais essayer de trouver si jamais j'arrive. Eh ben, il remporte les titres face à Raven et Steven Richards. Et du coup, c'est voilà. Pitbulls et l'autre type que j'ai malheureusement oublié son nom, mais je vais essayer de le trouver. Ce match-là, je lui mets 3,40. Voilà, 3,40. Ensuite, match au meilleur de 2 ou 3 manches. Rey Mysterio Jr. contre Psychosis, AECW, Hardcore TV, Philadelphie, Pennsylvanie, le 10/17/1995. Je sais pas s'il est présent dans le coffret de Biggest Little Man ou Life of Masked Man. Honnêtement, je ne sais pas. Attendez, je vais vite revenir car je vais faire mes besoins. Attendez. Même si je sais que cette vidéo est très très longue, mais je vais essayer de faire plus rapide. J'essaye, hein, en tout cas, j'essaye. Mais voilà, je vais arriver, ne vous inquiétez pas. Oui, donc je reprends parce que j'ai dû faire mes besoins et aussi un petit peu m'hydrater. Donc j'en étais à Rey Mysterio Jr. et Psychosis, où le match va durer aux deux au meilleur des 3 manches. Tout d'abord, Psychosis va remporter un point, Rey Mysterio également, et que je ne sais pas si c'est, on va dire, là où
Rey Mysterio il gagne ou... Non, c'est Psychosis. Malheureusement, c'est Psychosis qui remporte le dernier point et il conserve l'un de ses 2 titres de la AAA. Donc voilà. Ce match-là, je ne sais pas si je l'ai déjà noté, mais je lui mets 3,50 pour le coup. Voilà, je ne sais pas encore, mais voilà. Match de l'échelle pour le titre du monde poids lourd de la ECW. Mikey Whipwreck contre le Sandman. Tout d'abord, il y a The Superstar Steve Austin, enfin Extreme Superstar Steve Austin, qui fait une promo en disant que voilà des 4 vérités sur le Sandman, et tout en parlant du bien à Mikey Whipwreck. Et aussi, il va un peu critiquer Woman. Donc il va un peu la traiter de, je crois, de bitch, je pense. Et qui va même prendre Woman dans ses épaules et qui va la raccompagner au vestiaire. Alors qu'elle veut pas se faire porter. Donc du coup, ça va mener un match brutal entre Mikey Whipwreck et Sandman. Donc ils vont se battre dans le ring, à l'extérieur, dans le public, avec des mecs qui ne font que Easy dab, easy dab, easy dab. Et ils vont faire des spots de dingue avec les échelles. Je me rappelle que Mikey Whipwreck, il leur a pris l'échelle, il va le foutre dans la gueule de Sandman. Et en plus, Sandman, il se protège même pas. Il se prend l'échelle en pleine gueule, comme ça. Boing. De toute façon, le type, il est bourré, il voit pas venir. Et que après, ben, il se prend un autre coup d'échelle. Et que c'est là, normalement, dans un match d'échelle, il devrait avoir un titre accroché au-dessus du ring avec un crochet, mais sauf qu'il n'y a pas de crochet. Mais ils ont fait quand même un match d'échelle. Est-ce que c'est vraiment un match d'échelle? Je ne pense pas du tout. Voilà. Mais que Mikey Whipwreck, il bat le Sandman avec des coups d'échelle à répétition et il remporte le match. Donc c'est lui le nouveau champion du monde poids lourd de la ECW. Voilà. Ce match-là aussi 3,40. Et j'avais oublié de dire, c'était à Hardcore TV Philadelphie. Ouais, le 10 du 28 1995. Match de la télévision. Ouais, pour le titre de la télévision. Too Cold Scorpio contre Sabu. Mais cette fois-ci encore à la CW. Cyber Slam, Philadelphia, Pennsylvanie, le 2 du 17 1996. Voilà. Ce match-là, je sais pas si j'ai déjà noté aussi. Oh là là. Oh, c'est terrible. Quand il y a trop de matchs, je m'y perds. Oh là là. Oh, quel dur. En connaissant Sabu, il est capable de faire des prises absolument folles, mais vraiment folles. Mais que des fois, il n'est pas toujours le favori. Donc on va pas se le cacher, des fois il n'est pas toujours le favori, mais que il va perdre face à Tuchel Scorpio, ouais, car Tuchel Scorpio est entre guillemets méritant pour le titre télévision. Je sais pas s'il avait battu Eddie Guerrero ou Chris Benoit, mais en tout cas il a été champion de la télévision. Et donc on va dire qu'il bat Sabu, et ce match-là, ben, encore 3,40, ça fait 3,40. Après, il existe 3 matchs en commentaire alternatif. Donc, celui-là entre Taz et Bam Bam Bigelow. Enfin, non, Tommy Dreamer et Raven. Voilà. Et Rob Van Dam contre Jerry Lynn. Donc voilà. Tout d'abord, Tommy Dreamer et Raven, comme j'ai dit, c'était une grosse rivalité. Et là, ce qui va se passer, que du gros bordel. Le match est un véritable bordel sans nom. Et que Tommy Dreamer, à chaque finisher, il se relève des finishers. Putain, il se relève. À chaque fois que Raven fait des DDT, il se relève. Comme si c'était un surhomme. Et même des interventions. Des interventions on va dire, de la secte de Raven. Même si Tommy Dreamer va se faire un petit peu aider par Beulah McGillicuddy, et que j'avais complètement oublié que Beulah McGillicuddy, elle avait fait des matchs aussi sanglants face à Bill Alfonso, et qu'elle aura, on va dire, remporté le match. Ça, j'aurais pu en parler, mais c'est vrai qu'ils en parlent pas beaucoup de la division féminin, parce qu'il faut dire, la division féminin, il n'existe pas de version féminin, donc pour eux, c'est un peu comme si ça n'existait pas.
et que, attendez, c'était à ECW Wrestle Balozza Philadelphie 6 du 6 1997. Voilà. Donc, que des finishers, que des DDT. On veut que Raven remporte le match, mais non, on veut que Tommy Dreamer, l'âme, le cœur de la ECW, remporte le match. Et finalement, il va réussir en portant un ultime DDT, en notamment citant les lettres initiales de la ECW, en disant EC fucking W. Et après, bam, DDT, et il remporte le match. Donc il n'aura pas le temps de célébrer sa victoire, car il se fera attaquer par Rob Van Dam qui fait un Van Terminator, et aussi par Sabu qui venait d'intervenir, Jerry Lawler justement, et après des catcheurs de la ECW arrivaient pour mettre fin à ce gros bordel. Et personne n'aura réussi, même pas les Gangstas, même pas The Blue World Order, rien, personne, jusqu'à ce que Taz arrive et il ait fait effrayer tous les catcheurs. Justement, il fait tout effrayer et catcheur. Malgré la fin et surtout du trash talk que Jerry Lawler faisait aux catcheurs, malgré tout, je l'ai trouvé pas mal. Et ce match-là, je lui mets 3,60. C'est étonnant, je lui mets 3,60. Ensuite, Taz contre Bam Bam Bigelow à ECW Living Dangerously as Breed Park, New Jersey. Donc c'est à New Jersey, le 3 du 1 en 1998. Je sais bien qu'on nous a montré une image comme quoi Taz et Bam Bam Bigelow, ils explosent le ring. Si ça se trouve, c'est ça. Ça se trouve, c'est ça. Même si dans le match, c'est pas du top, mais voilà. Peut-être que c'est ça, mais je ne m'en rappelle plus. Peut-être que c'était dans une Raylist. Non, je ne m'en rappelle plus, malheureusement. Je m'en rappelle plus. Faut dire, il y a des DVD et des vidéos que j'en ai tellement vu que j'en ai un petit peu passé à côté, mais c'est pas grave. On va dire que c'est là où Bam Bam Bigelow et Taz, ils explosent le ring et que Bam Bam Bigelow remporte la victoire. Tout simplement. C'est tout simple, hein, j'ai pas envie trop d'expliquer là-dessus, même si Taz, il a tenté le kata Hajime qui est le Taz Mission, et d'autres prises qu'il connaît, comme les Germaines, les Belly to Belly Over the Head, la T-Bone Suplex, les différentes suplexes qu'ils connaissent. J'aurais pu en parler, mais ça peut être trop long. Voilà, donc ce match-là, je sais pas si j'ai déjà noté, mais je vais lui mettre un 3,5. Je lui mets un 3,5. Et là, je crois qu'il est présent dans le coffret de Rob Van Dam. Enfin, DVD de Rob Van Dam. Donc, contre Jerry Lynn à Hardcore Haven. Poges... Enfin... Pogakes Psei New York. Le 5 du 16 1999. C'est le dernier. Après, c'est terminé. Donc, c'est... Ah ben non, il n'y a pas pour le titre. Ah si. Oh putain, pourquoi je me trompe? Donc c'était pour le titre de la télévision, et entre Bam Bam Bigelow et Taz, c'était pareil pour le titre de la télévision. Là, je crois que c'est là où Rob Van Dam est champion, où il capture le titre face à Jerry Lynn. Et je crois qu'il le remporte avec succès, car je sais que j'ai déjà cité les matchs entre Van Dam et Jerry Lynn, et qu'il avait le Spring Like and Moonsault en finish. Même il a aussi le 5-star Frog Splash. J'aurais pu en parler de la fois où Rob Van Dam catchait pieds nus. Il catchait pieds nus à la fois, et que lorsqu'il subissait un 5-star Frog Splash, eh ben, il ne vendait pas la douleur, car il était comme un surhomme. Comme j'ai dit, Van Dam, enfin Rob Van Dam, c'est le JCVD de la WWE, de la ECW, de toutes les promotions qu'il est passé, c'est un JCVD. Bref. Donc, il bat Jerry Lynn avec le 5-star Frog Splash. Ce match-là, 3,40. Je ne sais pas si j'ai déjà noté, mais il faudrait que je regarde. Pas mal de 3,40. Je sais, j'ai essayé de me dépêcher. Et que, voilà, j'ai déjà tout cité de la ECW. Il aura été très très long, car il dure 1h24 à aider, même si ça va avancer. Donc, cette review sur la ECW
aura été terminé. J'essaie de dire approfondi sur tout ce qui s'est passé à la ECW. Voilà. Malgré qu'il est en anglais, parce que oui, il n'existe pas de version française, même si je me suis beaucoup trop attardé à parler des problèmes, enfin des petits problèmes que j'ai eu avec Cinéphile. Donc j'ai parlé de mes petits problèmes, mais que même s'il veut rien entendre, il aura quand même mes ententes. Même si j'espère avoir l'ultime confiance de la plupart des abonnés qui s'abonneront, qui seront très sympas avec moi. J'essaie d'être sympa avec eux en tout cas. Comme Orpat, des fois comme elle... on va dire quand elle me mettait des messages, j'essaie de mieux répondre clairement. Bien sûr, pas méchamment, hein, donc elle ne le prend pas mal. Tout ce que je dis, je réponds avec honnêteté. Voilà. Mais bon, ça c'est tout dit sur la ECW. Pour ce qui est le documentaire, petit bonus, enfin match, petit bonus. Je lui mets un 4,90. Je lui mets un 4,90 direct. Car il est tellement complet et il est tellement bon aussi. Donc il n'y a pas à dire, c'est un des meilleurs DVD. Un peu comme le coffret de Rise and Fall of WCW. Mais après, c'est pas le même niveau, même si l'autre, il a été très critiqué, mais celui-là, il est top. Vraiment top. Donc voilà, cette review est terminée, c'était DVD Pro Catch. Et si cette review et vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour plus de prochaines vidéos. Et à plus à tous les fans de catch.